Bonjour tout le monde et bienvenue sur Self-Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois sur coachevie.com ou sur ma page Facebook pour la première saison de Self-Talk. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Self-Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de tennis avec un homme que j'admire et un ami qui a participé à 2 Jeux olympiques et 18 rencontres en Coupe Davis pour le Canada, Frédéric Niemeyer. Fred, avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, est né au Nouveau-Brunswick d'un père allemand. Il a pris sa retraite en 2009 et est maintenant entraîneur haute performance pour Tennis Canada avec entre autres Braden Schneur et Philippe Péliveau. Je connaissais Fred le joueur et le coach et là j'ai découvert Fred le grand passionné de son sport. Nous avons abordé plusieurs sujets comme ses débuts comme athlète, sa carrière de joueur, sa retraite sportive, l'environnement sportif de nos jours et les voyages. Mais tout d'abord, comme avec chaque invité, je commence la discussion en expliquant mon histoire que vous savez déjà pour ensuite laisser l'invité raconter son histoire. Alors, je vous laisse au bon soin de notre discussion et je viendrai conclure ce balado dans 30 minutes avec quelques commentaires et le mot de la fin. Bonne écoute! Bonjour Frédéric! Bonjour! Alors, merci d'être ici à Self-Talk. Écoute, je peux pas commencer le balado sans te demander d'où vient le goût du tennis? Oh, ça fait longtemps. En fait, c'est mon père un peu qui m'a initié. C'est mon père qui jouait quand lui était jeune. Lui, il allait au terrain de tennis. Je le suivais. Il a joué une couple de fois avec moi. Puis après, je partais tout seul avec ma raquette. Puis j'allais jouer sur le mur. Et je passais mes journées là-bas. J'ai été élevé en Afrique. Mes 10 premières années, c'était en Afrique. Donc, j'ai un chemin un peu inhabituel que tout le reste des gens de mon âge. Et puis c'est là que j'ai commencé. Donc j'ai tout de suite aimé ça. En Afrique, j'ai été élevé sans télévision. Donc c'était plus comme dehors. Puis fallait que je m'amuse beaucoup tout seul. Et le tennis, ça a été tout de suite quelque chose que j'aimais. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le tennis? Parce que tu dis que tu aimais ça, mais c'est quoi vraiment qui faisait que tu avais le goût de retourner à tous les jours, jouer sur le mur ou d'être sur un terrain? Ben, j'aime le sport. Je suis un gars qui aime beaucoup le sport. Peu importe le sport que je regarde, que je pratique, j'adore compétitionner. Je pense que c'est le fait de me donner des défis. Je pense que dans le sport, les défis à surmonter, c'est quelque chose qui m'attire naturellement. Donc, le sport, c'est aussi, j'aime bouger. Ça m'aide aussi à sortir un petit peu de mes pensées, à me sentir bien. Je pense que c'est ça qui m'attire autant dans le sport que dans le tennis. Le tennis, pourquoi le tennis? Je pense que c'est parce que mon père était sur un terrain de tennis. Sinon, j'aurais pu faire peut-être du soccer ou d'autres sports. Alors, toute cette expérience t'a amené à être un joueur professionnel. Connaissant un petit peu ta carrière, je sais que ça n'a pas été facile. Je pense que tu as été un des joueurs qui a eu des bons résultats un petit peu plus tard dans ta carrière. Comment as-tu survécu à toute cette difficulté de peut-être moins de sport, commanditaire et tout ce qui suivait alentour de tout ça? Ben, je pense que l'amour pour le sport était tellement grand dans moi, et je me le demande encore parce que maintenant je regarde, j'ai pas suivi le parcours ordinaire de jouer sur le circuit junior international, le circuit ITF junior qu'on appelle. J'ai pas eu la chance d'être aussi bien classé pour pouvoir faire toutes les tournées de Tennis Canada qui étaient payées. Mes parents pouvaient pas me supporter dans tous ces voyages-là quand j'étais plus jeune. Donc, moi, je me suis développé beaucoup au Québec, au Canada. Je restais où est-ce que c'était proche. C'est sûr que ça a été très difficile, mais qu'est-ce qui m'a fait que je me suis toujours accroché à mon rêve depuis que je suis tout petit. Puis je me rappelle encore dès mes débuts sur le mur, je jouais contre Yannick Noah dans le temps. C'était McEnroe, Connors, c'était mes idoles de jeunesse. Et puis je voulais faire comme eux. Et je pense que le rêve il a tellement grandi dans moi que j'avais pas
c'était seulement ça que je voulais faire, puis je suis resté accroché, puis même si j'étais loin des fois dans le peloton du cheminement, où est-ce que les meilleurs, c'est eux qui voyageaient, puis moi, je le faisais pas, je savais que j'allais réussir à un moment donné. Et j'étais pas pressé dans le temps où est-ce que je me disais, je me suis jamais donné de limite de temps. Moi, c'était d'y arriver, de prouver à moi-même que j'étais capable d'arriver à l'objectif de mon rêve, si on veut, puis c'était de devenir joueur de tennis professionnel. Puis j'ai eu la chance de le pratiquer puis de gagner ma vie pendant quand même une douzaine d'années sur le circuit. Donc, je suis très chanceux de ce côté-là, mais c'est vraiment pour l'amour du sport, l'amour de mon rêve. Et est-ce que tu penses que justement ce parcours-là est peut-être, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tu apprécies un petit peu plus justement le résultat, le parcours que tu as eu, parce que tu le fais dans tes normes avec les hauts et les bas. Est-ce que ça a aidé? Ben, je m'aperçois beaucoup que de la façon que maintenant le sport est rendu tellement développé à tous les niveaux, ça a changé beaucoup dans les 15-20 dernières années, où est-ce qu'on dirait que tout le monde, même à la basse échelle, tout le monde est très bien équipé. L'Internet, je pense que ça a fait évoluer les choses très très vite. Moi, je regarde le cheminement que moi j'ai eu et à comparer aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont comme cheminement. Puis je me dis, waouh, je sais pas comment je suis arrivé à aller aussi haut. Avec tout le support que les jeunes ont aujourd'hui et que moi j'ai eu, je me le demande encore. C'est sûr que le sport a aussi évolué. Il y a plus la masse, elle a quand même évolué dans la base. Donc c'est peut-être un peu plus difficile de sortir de la masse maintenant. Mais quand même, je pense que ça reste que c'est l'amour de mon sport qui m'a resté accroché, et ça, je pense que quelqu'un qui aime vraiment son sport, qui en mange, qui en dort, c'est une arme qu'on peut pas oublier d'un jeune. Donc, avoir un objectif, rêver à cet objectif-là, c'est super important pour te motiver pour le parcours. Oui, c'est sûr. Moi, c'est jamais venu de mes parents de me pousser dans le tennis. Même que je me souviens une fois, ma mère, elle m'avait amené chez le médecin, puis elle avait dit, est-ce que mon fils est normal de dormir avec sa raquette de tennis? Parce que pour elle, c'était comme un peu trop poussé, là, tellement que j'aimais tu sais, tellement que le sport de tennis, c'était en moi. C'est une passion. C'est une passion, oui. Et est-ce que tu crois que justement pendant la nouvelle génération, que peut-être on est dans une génération où les jeunes ont peut-être tout ou beaucoup un petit peu trop tôt, ou tu penses que c'est strictement le fait qu'on est rendu ailleurs peut-être 10-15 ans plus tard? Ben, je pense que les gens, en général, sont trop pressés d'avoir des exceptions. Et des exceptions, quand on parle d'exceptions, je pense que c'est peut-être même pas des exceptions. On va parler comme aujourd'hui, Félix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, c'est des exceptions. Et si on regarde, je voyage à travers le monde, puis quand je voyage à travers le monde dans les tournois, je vais souvent dans les challengers où est-ce que les challengers sont dans des académies, je vais souvent dans des universités et je regarde la masse, le monde qui joue au tennis. Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime, c'est même pas 1%, là. C'est dans le point 1% d'exception. Donc, si on regarde ça, on peut pas se fier et se copier à ces deux exemples-là. Il faut vraiment comme prendre son temps et dans tout sport, je le sens, je parle à d'autres personnes qui font d'autres sports, le soccer, le hockey, et les gens sont beaucoup trop pressés à atteindre le succès. Et ça met beaucoup de pression à travers la famille. C'est le sport, ça doit rester une passion, ça doit rester quelque chose qu'on pratique pas seulement pour réussir à faire de l'argent. On va pas se le cacher. Les gens, souvent, ils mettent leurs enfants euh, ou eux-mêmes juste pour le mind, qu'est-ce qui est alentour du sport. L'argent, les vedettes, tout ça. Ils sont vraiment seulement à la recherche de ça. Et ça, je peux le voir quand un joueur est arrivé à top 100 et quand un joueur est rendu là, et ça sent facilement quand un joueur est atteint là juste pour
tout ce qui est alentour du sport et quand quelqu'un est vraiment passionné. Un gars comme Federer, c'est sûr qu'il est passionné, sinon il aurait arrêté à 30 ans. Il va jouer le plus long possible parce qu'il est vraiment c'est passionné. Il n'est pas là juste pour... Ça vient, c'est une chose qui vient, c'est sûr, avec, parce que tu n'as pas le choix, tu deviens l'idole, tu as atteint des sommets que tout le monde espère atteindre, mais à la fin, ça vient avec, mais ça ne doit pas être la raison pourquoi on est dans le sport. Et la patience, si on suit le cheminement, c'est important. C'est important de ne pas vouloir sprinter puis d'avoir une vedette à 12 ans. Ça se fait pas. C'est des exceptions, encore, je le dis. C'est même pas des 1%, c'est en bas de 1%. Donc, dans ça, il faut être très patient parce que c'est même pas un marathon, c'est des marathons. Et dans ça, faut venir. Il va y avoir aussi beaucoup plus de bas que de haut dans certains moments, puis faut être patient pour les traverser, parce qu'à un moment donné, ça prend du temps, puis c'est juste le temps des fois qui fait qu'on les passe. Je donne par exemple la croissance d'un athlète. Il est limité dans son développement parce que le jeune a pris 6-8 pouces dans 3 mois. On peut rien faire. Il faut être patient, que le temps fasse son cheminement pour naturellement augmenter la progression. Écoute, Fred, tu parles de patience, tu parles de passion, tu parles de temps. Je travaille beaucoup avec des plus jeunes et je trouve que justement ces trois choses-là, et aussi pour faire d'autres sports, manquent beaucoup. Si tu avais un conseil à donner justement aux fédérations, aux entraîneurs et aux parents surtout, qu'est-ce qui ferait qu'ils pourraient rentrer dans ces éléments? La passion, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. La patience, le temps, c'est quelque chose qui est important. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là? Mais regardez le long terme. Le long terme, regardez le long terme et malheureusement, on regarde tous le court terme. Les gens regardent tellement le court terme que ça, à la fin, ça leur veut pas. Les gens qui font juste regarder le court terme, ça les nuit à long terme. C'est très difficile d'avoir les deux. On peut l'avoir, mais il y a toujours un sacrifice à faire, soit le long, soit le court. Je pense que les gens oublient de regarder vraiment le produit final. Si l'objectif est d'arriver à être joueur de professionnel, il faut regarder le produit final. Qu'est-ce qu'un athlète professionnel? C'est quoi le produit final? Et de là, c'est quand même assez simple, ma vision. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec tous les joueurs que j'ai entraînés. Je regarde le produit final et après, je décortique tout le cheminement qu'il faut pour arriver à mon produit final. Et il n'y a pas de cachette à faire. Il y a des joueurs que j'ai pris, ils étaient quand même 21-22 ans, où je peux voir que il y a eu beaucoup de short-term objectifs, où est-ce ils ont skippé des étapes. Et ça, à la fin, ça devient très difficile pour moi de corriger ça. Et des fois, ça devient impossible. Et les gens, vu que c'est toujours du court terme qu'ils regardent, souvent ça les nuit. Encore là, avoir un jeune athlète, peu importe le sport, il faut qu'il devienne un athlète en premier lieu. Dans le sport d'aujourd'hui, c'est primordial. Et ce que j'entends aussi des jeunes, des bons jeunes, Djokovic, tout ça, ça a pratiqué quand même des sports, toujours des sports quand même assez longtemps. Différents sports et c'est devenu des athlètes. Faut pas oublier que, à part peut-être Isner qui mesure comme une tour Eiffel, que lui, c'est naturellement par la grandeur qui domine, mais le reste, c'est tous des athlètes extraordinaires. On peut voir Djokovic qui fait la split, tout ça. On devient pas en faisant la split, en frappant des balles de tennis, là. On fait la split en travaillant, en devenant un athlète. Et ça, c'est beaucoup le cheminement qu'il ne faut pas oublier. Il faut vraiment suivre chaque étape. Et dans chaque étape, c'est sûr qu'au début, si ton objectif, c'est d'être un athlète,
mais le gars à côté, il fait 20 heures de tennis de plus que toi, c'est sûr qu'il va devenir meilleur. À long terme, je peux vous garantir que non. Et ça, c'est clair. Moi, je l'ai vécu dans différents... maintenant, ça fait 10 ans que je coach. J'ai travaillé dans plusieurs catégories de joueurs, puis je le sais tout de suite. Je le sais tout de suite. Maintenant, je peux voir cette personne-là va être bloquée. Ça va être très difficile de regagner un petit peu qu'est-ce qu'elle n'a pas fait avant. Écoute, Frédéric, c'est super intéressant. Puis, je pense que tout le monde dans le milieu sportif, on sait que le multisport, c'est important. Avoir des athlètes, créer des habiletés, travailler sur la coordination, c'est un must. Surtout qu'il y en a de moins en moins au niveau des écoles. Euh, Moi, les parents me disent, et les entraîneurs, ben, c'est pas vraiment une bonne idée de faire un autre sport parce qu'on perd du temps à se développer dans notre propre sport. Tu leur dis quoi, ces gens-là? Mais ils ont raison. Mais ils ont raison. À court terme, ils vont être moins bien, ils vont perdre, ils vont être moins bien classés que quelqu'un qui fait plus de tennis. Ils ont raison là-dedans. Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce que c'est, moi j'ai toujours dit à mes joueurs, à mes plus jeunes joueurs que j'entraînais, est-ce que tu veux gagner Roland Garros junior ou tu veux gagner le vrai Roland Garros? C'est là la question. Tous les jeunes ont répondu, ben non, le vrai Roland Garros. J'entraîne Philippe Péliveau en ce moment. Il a fait une année que peut-être deux autres joueurs ont réussi, 4 finales de Grand Chelem junior, dont 2 victoires. En ce moment, il y a la difficulté à faire la transition parce que il y a des skills, le mot en français m'échappe, des outils qui lui manquent. Et ça, il faut, on n'a pas le choix, on peut pas, il peut pas, il faut les avoir. Il faut, si t'as pas de scie, tu peux pas scier ton morceau de bois. Si t'as juste un marteau, il te faut une scie. Donc, il faut aller la chercher, la scie. Donc, il faut faire un pas en arrière pour espérer trouver la scie quelque part puis être capable d'avancer de cette façon-là. C'est peut-être pas c'est mes exemples un peu concrets que j'utilise, mais je passe quand même mes messages par mes exemples un peu broche à fond. Écoute, Fred, tu parles que tu es entraîneur, puis la transition, je pense qu'elle s'est fait quand même assez vite entre ta retraite en 2009 et devenir entraîneur par la suite. Est-ce que ça, c'était une transition qui était naturelle pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que déjà, quand tu savais que ta carrière allait arrêter, tu voulais faire? C'est quelque chose qui m'attirait. Je voulais rester dans le sport parce qu'encore là, c'est quelque chose, c'est une passion en moi. Mais je savais pas comment j'allais aimer travailler. Là, c'est complètement différent. Puis je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui font la transition d'être entraîneur, qui ont la difficulté à faire cette transition-là parce que quand tu es joueur, tout le monde, c'est moi, moi, moi. Quand tu es entraîneur, c'est plus moi, 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 ça doit toi, toi, toi. Donc, c'est vraiment, l'attention doit être mise sur le joueur. Et ça, c'est pour certains ex-joueurs qui font la transition, c'est plus difficile. Moi, j'ai pas eu de problème là-dessus. Je voulais juste voir si j'étais capable de bien partager mes informations. Puis oui, j'ai aimé ça. Au début, je n'étais pas certain. Donc, avec Tennis Canada, je m'étais donné un temps de juste d'essai, voir si j'aimais ça. Et j'ai tout de suite vraiment aimé ça. Puis c'est sûr que j'ai connu du succès tout de suite. Donc, ça a comme embarqué dans... C'est plus facile aussi à embarquer que si tu essayes un nouvel emploi. Puis, si j'essayais de construire un mur, il serait croche, c'est sûr, là. Tu dis que d'avoir et d'être entraîneur, c'est quelque chose que tu as fait la transition assez rapidement. Est-ce que tu dirais que le partage, parce que je sais que tu es un gars qui justement aime partager ton expérience, qui aime partager les choses que tu vois à travers tes voyages, à travers les expériences avec tes joueurs, est-ce que c'est ça qui vraiment t'attire dans le coaching, le fait de partager tout ça avec tes athlètes puis avec tes confrères et tes consoeurs de travail? Oui, de partager. Je suis pas quelqu'un qui va partager naturellement. J'aime partager, mais je vais pas m'imposer avec mon partage. Faut que les gens viennent me voir plus.
sois ouvert justement partager. Ça veut dire, j'ai besoin d'informations, j'en donne, puis c'est pas, Il y a un il échange. y a un échange, je suis pas là pour obliger personne, puis encore aujourd'hui, c'est juste mon avis, mon expérience que j'aurais peut-être aimé avoir euh, si on me donnait comme 12 ans, Mhm. ou que mes parents auraient aimé ça, avoir l'expérience avoir mon expérience, puis l'écouter, puis là, il aurait peut-être fait des choses différemment. Mais c'est quelque chose, oui, de partager mon expérience puis de voir que ça marche, c'est comme une drogue. C'est attirant, c'est quelque chose que c'est facile à embarquer puis dire OK, là ça marche et là plus que ça marche, c'est comme une drogue, plus que tu en veux. Avec mes joueurs, j'ai eu la chance d'avoir quand même des bonnes performances avec différents joueurs, puis à chaque fois que je partage j'ai eu du succès, donc c'est sûr que ça devient attrayant pour moi de rester dans ce domaine-là. C'est quelle partie du joueur Niemeyer que tu as amené au coach Niemeyer? Quelle partie que tu amènes à tes athlètes? Persévérance, je pense. Les gens qui me connaissent en tant que joueur, ils disent ah, je suis sûr qu'il enseigne le service. J'étais un joueur qui avait un excellent service, c'était mon arme. J'étais reconnu sur le circuit pour avoir un gros serveur. Mais en fait, je pense que le service, c'est ma pire. C'est tellement naturel pour moi. C'est le coup que j'aime le moins enseigner parce que c'est le coup qui est le plus naturel pour moi. Donc, je l'ai moins peut-être étudié que le reste du jeu, là. Mais c'est vraiment la persévérance. Je pense que les gens n'ont aucune idée comment c'est difficile de percer dans le sport professionnel, qu'il faut s'accrocher. Et je vais pas mes athlètes, ils trouvent ça très difficile par moment avec moi parce que il faut qu'ils persévèrent dans des moments très difficiles. C'est pas toujours le, le, le high life d'être joueur professionnel. Regardez-moi, il y a énormément de travail en arrière. Quand le joueur arrive, il vient pas de faire la fête, il vient de faire des grosses journées, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain. C'est de la répétition. Il faut aimer ça, travailler à chaque jour, puis persévérer. Quelle est la partie la plus difficile pour toi d'être entraîneur? Tu as une famille, tu as des enfants. Est-ce que maintenant que justement tu n'es plus le jeune garçon de 18, 19, 20 ans, est-ce que ça c'est plus difficile que ce l'était à ce moment-là? Oui, les voyagements, c'est toujours difficile. Là, j'ai une situation en plus avec la famille. C'est sûr que c'est quelque chose que si je pouvais enlever dans mon travail, je le ferais. C'est quelque chose que souvent dans mon entourage me fait dire, ah, ça doit être difficile, ça doit être... Oui, c'est difficile. Par contre, maintenant, je pense et ça fait pas longtemps que je travaille là-dessus, c'est que je l'ai accepté. Et je pense que quand tu l'acceptes, quand c'est plus facile pour ton entourage de l'accepter aussi. Dans tout travail, il y a des pour et des contre. Si c'était pas le voyagement, la solitude l'ennui que j'ai envers ma famille, si c'était pas de ça, ça serait d'autres choses. Je pense que dans chaque travail, il y a quelque chose qui est pour et contre. Moi, c'est le voyage, c'est la solitude que je retrouve, c'est l'ennui que j'ai envers ma famille, mais ça, je pense que faut apprendre à vivre avec parce que ça fait partie de mon métier. Puis c'est quelque chose que mon environnement doit accepter puis comprendre, puis aussi grandir là-dedans. Tu parles de choses positives. Qu'est-ce qui est positif à ce travail de voyager, d'être avec des athlètes, la pression du résultat, parce qu'on le sait, hein, comme entraîneur, on est aussi bon les résultats que des résultats de nos athlètes. C'est quoi la partie plus positive de tout ça que tu aimes bien? Ben, c'est quand même, moi, c'est le défi, c'est quand même, encore, je disais, c'est d'avoir un objectif, puis un peu comme quand tu es athlète, mais là, je travaille avec quelqu'un d'autre pour arriver au même objectif. Donc, c'est un travail beaucoup par équipe. Et puis, de toujours, voyager, c'est extraordinaire. Tu sais, voyager, faut pas oublier que on est quand même choyé. Même si je voyage pas, mon but, c'est pas de coacher Federer. Federer, il me donnerait peut-être pas la même
passion dans le tennis que coacher un jeune puis le monter. Ça, c'est personnellement. Puis c'est personnel c'est différents défis. Moi, c'est pas ce genre de défi-là que je recherche, qui m'attire. Je dis pas que je vais jamais le faire si j'ai la chance ou pas, mais pour l'instant, c'est vraiment de voyager, de comparer, mais les voyages, les gens qui ont voyagé un peu, ils peuvent facilement savoir de quoi que je parle, la culture, voir différemment comment ça se passe à d'autres places, puis de voir aussi comment ça se passe les mêmes choses. Les gens vivent à la fin, que ce soit chinois, Thaïlande ou peu importe, Amérique du Sud, les jeunes, il faut qu'ils passent à un moment donné par le même chemin. Il n'y a pas de lui, il vient des États-Unis, il l'a facile. Il n'y a pas ça. À la fin, il faut qu'ils soient passionnés, il faut qu'ils persévèrent, puis il faut qu'ils soient passionnés pour arriver à leur but, là. Donc, c'est tout ce mélange-là, puis c'est le fun de pouvoir vivre toutes ces différences-là, mais dans le fond, on travaille tous pour atteindre le même objectif. Donc, c'est plus ça qui m'attire dans les voyages, les différents tournois que je fais. Bien, pour connaître un petit peu le milieu, pour le faire moi aussi, je pense que le voyage, c'est une passion. Tu parlais au début que tu as vécu un bon bout en Afrique. Je sais qu'en famille, c'est drôle, hein, tu voyages beaucoup, mais la première chose que tu veux faire quand tu es en famille, c'est de voyager, d'aller voir justement différentes cultures. Si tu avais un pays où on te disait demain matin, tu déménages toute ta famille, ce serait où et pourquoi? En ce moment, ben, je vois différents. Je suis attiré. Ben, il y a deux choses. Un, la Chine, parce que je vois que c'est en train d'exploser. Le potentiel là-bas est énorme. Ils ont des facilités qui poussent partout. Eux autres, nous, c'est peut-être des champs de blé d'Inde, mais là-bas, c'est vraiment des terrains de tennis. Toutes les facilités de l'athlétisme est en train de grossir. Ils ont la masse. Chez les hommes, ils n'ont pas encore eu de top 100. C'est vraiment le potentiel, il est vraiment énorme là-bas. Ils ont des bons athlètes et j'ai regardé de la façon qu'ils les entraînent, qu'ils les préparent. Je pense que c'est juste une question de temps avant que les Chinois, au point de vue masculin, embarquent puis prennent beaucoup de place dans le circuit. De l'autre côté, il y a aussi des choses comme des pays en Europe, par exemple la Suisse, où est-ce que ça m'intéresse aussi parce que oui, ils ont eu Federer, ils ont eu Wawrinka, et la génération après a moins suivi. Donc, sont à la recherche, je pense, de refaire, de remettre le sport en vie, puis d'essayer de produire des joueurs qui vont suivre la génération de Federer puis Wawrinka qui, faut l'accepter, il reste pas beaucoup d'années qui est devant eux. Donc, c'est vraiment un défi de rebâtir des programmes ou rebâtir ou de faire un énorme potentiel. La Chine puis les États-Unis, pour moi, c'est presque la même, le même pays à comparer, là. Fait qu'on revient un petit peu encore à l'aspect culture, à l'aspect passion, à l'aspect t'es un gars de défi et t'es quelqu'un qui justement se retourne pas vers le défi, qui va faire face à tout ça. Avec l'expérience maintenant, puis le fait que t'es de l'autre côté comme entraîneur, tu dirais quoi au Fred Niemeyer de 15 ans? Euh, à le refaire, ben c'est sûr qu'avec à y repenser, parce que c'est une question que j'ai réfléchi souvent, et je pense que j'ai pas eu la chance d'avoir nécessairement le savoir que j'aurais pu avoir, même à cette époque-là, le savoir de comment fort faut travailler. Parce que j'étais prêt à travailler fort, je l'ai toujours été. C'est quelque chose que mes parents m'ont transmis beaucoup, que ma mère, mon père, c'est des grands travailleurs, c'est des gens que c'est comme... Et ça, je l'ai. Surtout de travailler pour une passion, je sais pas si j'appelle ça toujours du travail. C'est quelque chose qui vient naturellement pour moi. Puis si j'avais eu la connaissance, je pense que j'aurais mis beaucoup plus
de temps, de sacrifice dans les heures. J'aurais fait beaucoup plus d'heures quand j'avais 15 ans que j'en ai fait. Et ça, je pense ça m'a un peu dérangé à long terme. J'aurais peut-être atteint mes objectifs un peu plus tôt. Et peut-être si je les avais atteints plus tôt, j'aurais été plus loin aussi. Ça, c'est le seul regret, mais c'est pas vraiment un regret parce que la connaissance était pas nécessairement là dans ma famille, dans mon entourage de coach, où est-que maintenant les jeunes, avec Internet, tout ça, c'est facile à avoir l'information de dire, OK, à 15 ans, il faut que je sois rendu là, puis faut que je travaille, faut que je travaille. Et encore là, c'est pas rendu tout à fait en bas de où est-ce que ça devrait être. Au Québec, je sens que les jeunes, c'est le sport-études, tout ça, c'est plus comme social. Quelqu'un qui veut faire du social, c'est correct, mais quelqu'un qui a des rêves à le faire plus haut, ben faut qu'il travaille fort. Frédéric, tu parlais justement de ce que tu dirais à ton toi-même à 15 ans. Est-ce que tu as l'impression qu'être parent d'un sportif, peu importe le sport, c'est une tâche qui n'est pas facile aujourd'hui? Non, c'est très difficile parce que les parents travaillent plus, les deux parents leurs cédules sont déjà remplies et pour bien suivre un jeune, il faut quand même être organisé. Il faut organiser non seulement sa vie de parent, mais aussi euh, la vie du jeune. Et pour arriver à travailler fort, il faut arriver à mettre tout ça dans une cédule de 24 heures. C'est pas facile. Et faut être très, très organisé. Et c'est beaucoup de sacrifices qu'eux font dans c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Juste de transport, des fois, aller les mener là, c'est beaucoup de sous. Mais tout ça, à la fin, ça vaut la peine. Si je parle souvent à mes parents, de voir s'il y avait un regret, de dire, puis ça, il n'y a aucun regret. Peu importe le niveau que le jeune va arriver, s'il est bien encadré, s'il est bien organisé, avec énormément de patience, puis pas de regarder de court terme, c'est, les gens vont réussir, ils vont réussir à un niveau que ça va leur revenir. Pas nécessairement revenir de gloire, pas nécessairement, je parle pas de réussir. Pour moi, c'est aller à l'université américaine, c'est déjà un exploit extraordinaire. De faire 4 ans à l'université américaine dans un sport qu'on aime, c'est une expérience extraordinaire. On se fait des contacts encore à travers le monde. Dans l'université américaine, on va jouer avec des Australiens, des Européens, des contacts qu'on garde. Et ça, aujourd'hui, avec le monde qui vient global, on peut pas avoir ça en restant au Québec, aller à l'école. Juste ici, c'est quelque chose on ouvre nos portes, si on veut. Au point de vue langue aussi, anglais, français qui vient, les portes s'ouvrent. Mais c'est d'être patient parce que le chemin est très très long. Puis je pense que le sport, on est un bel exemple, toi et moi, ça nous a donné notre profession aussi. Ouais, On est entraîneur aujourd'hui, puis c'est grâce à ce qu'on a fait quand on était plus jeune. ouais, Donc, les possibilités sont assez grandes, puis je pense qu'il faut se concentrer là-dessus quand on est parent, parce que c'est pas juste le résultat qui doit dicter si ce qu'on fait est bon ou pas. Hein. exactement, ouais. C'est toujours regarder le résultat, c'est faut regarder le résultat de la journée. Est-ce qu'on a mis les efforts? Si on les a mis, est-ce qu'on suit notre guide? On l'a fait. Ça, c'est déjà un super résultat. De gagner ou perdre le match, j'ai toujours à mes athlètes de bien jouer. T'as perdu le match, c'est pas grave. À un moment donné, cette défaite-là va tourner en victoire. Puis je pense que les journées, quand ils sont bien faites, sont bien travaillées, sont bien structurées, à la fin, c'est impossible de ne pas arriver avec des victoires. Alors Frédéric, je te connais pas mal et je sais que te souvenir d'un nom d'un artiste ou de n'importe qui en général, ça tire du miracle. Mais quand même, je vais aller vers un choix musical, comme je fais à chaque fin de balado. Si tu avais une chanson à choisir qui te définit ou tout simplement qui te motive ou qui te motivait quand tu étais athlète, ce serait quoi? Ben, t'as raison avec les noms parce que une chance que t'as ton nom décrit sur ton chandail, sinon j'aurais déjà oublié ton nom. Mais moi, c'est la musique en tant qu'athlète, qui m'a toujours motivé. Puis c'est en fait la chanson, ça a parti une des premières fois que j'ai joué en Coupe Davis.
ils ont mis cette chanson-là, puis le gars, c'est Thunderstruck de AC/DC, et ça reflétait que, bon, c'est le tonnerre qui arrive, c'est l'éclair qui arrive, ça reflétait mon service, la puissance que j'avais dans mon jeu. Attention, le Thunder, il arrive, puis c'est quelque chose qui est resté dans moi. Puis à chaque Coupe Davis, c'est ça qui jouait quand je rentrais sur le terrain. Donc, c'est un peu ma chanson que j'écoute souvent. Est-ce que d'être entraîneur maintenant, tu disais, tu as des temps seuls, fait que je pense que la musique, elle prend beaucoup de place dans nos vies. Est-ce que ça a changé un petit peu ton choix de Lightning et Thunder versus ce que tu écoutes peut-être aujourd'hui ou non? Ça dépend de mon humeur. Des fois, c'est de rester plus calme. Des fois, c'est juste de la musique zen. Puis, des fois, honnêtement, c'est d'écouter le silence. J'ai quand même une famille, 3 enfants. Le silence, il est rare. Donc, des fois, je suis content d'être dans ma chambre d'hôtel où est-ce que j'allume rien. Je suis dans le silence et je suis bien avec ça aussi, le silence. Je suis bien en faisant des pirouettes avec mes enfants, mais les deux combinaisons, c'est un bon mix. Qu'est-ce qu'on souhaite à Frédéric Niemeyer pour les 10 prochaines années? La santé. La santé, que ça continue de cette façon-là, mais je pense que la santé, c'est l'affaire numéro 1. Sans santé, on ne peut pas fonctionner. Donc, je pense que c'est la santé que je veux. C'est tout. Merci Frédéric. Merci. Quelle personnalité attachante et quel grand ambassadeur pour le tennis au pays. Je vais toujours me sentir privilégié de l'avoir vu franchir les différentes étapes de son cheminement professionnel. Bref, je remercie à nouveau Fred pour sa générosité. Je suis très contente pour lui et suivrai l'évolution de son enseignement avec grand intérêt. Vous pouvez vous aussi suivre la progression de Coach Fred et ses poulains sur les différentes plateformes médias sociaux de Tennis Canada. Donc voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsevy.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, vous pouvez consulter la liste des chansons de Seftalk avec la sélection de Fred, celle de Chantal Petitclerc, mon invitée précédente, et entendre mes propres sélections en téléchargeant l'application Stingray Music. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine. Sevs out!